pendant ce salon de l'agriculture, la venue du président de la République est pour moi symbolique, plus que politique. Pourquoi? Parce que il a perdu quand même la majorité au sein de l'Assemblée nationale française. Donc sur le point de vue politique français, il s'est mis en retrait de lui-même. Il s'occupe maintenant plutôt de la question internationale et européenne, sujet qui nous intéresse particulièrement puisqu'on va ouvrir la réforme de la PAC. Et sur le plan international, ça aura échappé à personne. La géopolitique mondiale est en train de bouger. Et en ce qui concerne l'agriculture, il y a des choses qui sont inquiétantes. Et donc dans ce cadre-là, moi je demande à ce que le président de la République vienne au salon de l'agriculture avec un plan de défense de l'agriculture. Dans ce plan de défense de l'agriculture, tout d'abord, pourquoi un plan de défense de l'agriculture? Parce qu'on voit qu'il y a des discussions et une forme d'entente entre deux blocs qui sont ultra puissants, que sont la Russie et les États-Unis, avec la question très actuelle de l'Ukraine. Mais on peut imaginer, parce qu'il l'a démontré plusieurs fois, Donald Trump peut avoir une pression douanière sur les produits français et les produits européens très forte. Et donc si on ne se met pas en capacité, si le président de la République ne donne pas à la France cette capacité à se protéger et finalement à répondre à ces attaques-là, je pense qu'on sera très vite dépassé et on aura du mal à remonter la pente sur ce point de vue-là. Donc 3 choses pour répondre, en tout cas qui doivent apparaître pour moi dans ce plan. La première, c'est la capacité à produire et à exporter de façon durable notre production française, et qu'elle soit une forme d'attractivité pour les jeunes, que les jeunes se reconnaissent dans cette vision-là. On sait qu'on a un certain nombre de jeunes qui sont positionnés sur des produits de valeur ajoutée, mais tournés aussi vers l'export, des produits de consommation courante. Je pense notamment à l'élevage bovin, au lait, qui font partie des choses qu'on doit défendre et qui sont porteuses d'avenir, en tout cas, je pense, sur le point de vue international. Ensuite, on voit qu'il y a une vraie stratégie autour du développement de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. On doit l'intégrer pleinement à ce plan-là pour qu'elle puisse répondre demain à cette perte de compétitivité. On doit, je pense, prendre part à ce plan massif d'investissement privé qui a été annoncé. L'agriculture, en tout cas, doit s'y retrouver. Et puis enfin, les fameuses attaques douanières. On sait qu'elles peuvent être très violentes pour l'agriculture. On l'a vu avec le conflit Boeing-Airbus à l'époque, et notamment sur la viticulture. C'est quelque chose qui est très impactant pour nous, et donc on doit avoir une vision, une capacité à se protéger face à ces attaques-là. Voilà ce que j'aimerais que le président ait en tête lors de sa venue, ce plan de défense de l'agriculture, parce que au-delà de la déambulation, pour moi, il représente cette force, en tout cas, qu'on doit avoir sur le plan européen et international. On s'occupe avec les parlementaires et le ministère de toutes les questions de gestion et de législation française pour faire évoluer nos pratiques et nous accompagner dans cette crise et nous sortir la tête de l'eau. Mais le président de la République doit avoir cette posture-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite qu'il se présente au Salon de l'Agriculture. De manière aussi, je le dis là, à tourner la page et prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé de l'année dernière, parce que je crois que ça n'a ni grandi l'agriculture française, ni grandi le Salon international de l'agriculture, et encore moins le président de la République. Donc on a besoin d'avancer dans le bon sens. Et les sujets européens de ce Salon de l'agriculture sont prégnants. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que lors de ce Salon de l'agriculture, pour nous, chez Jeunes Agriculteurs, on va déployer et pousser ce qu'on a déjà commencé à faire l'année dernière et qu'on martèle partout, c'est nos plans et contrats d'avenir qui sont pour nous la déclinaison de notre vision de ce que doit être l'agriculture et l'accompagnement face au changement climatique. C'est quelque chose aussi qui est anxiogène pour les jeunes installés, pour nos agriculteurs. Je le disais dans mon introduction, cette année 2024 a été marquée particulièrement par des précipitations fortes, plutôt excédentaires partout. On n'est pas à l'abri que ça se transforme sous une forme de sécheresse sur notre territoire.
Pour certains, depuis leur installation, certains jeunes agriculteurs n'ont connu que des années de crise climatique. Et aujourd'hui, on n'est pas doté de vision, d'outils pour faire face à ça. Donc nos plans et contrats d'avenir sont la déclinaison technique de cet accompagnement-là. Donc on a besoin de le pousser. Et on va aussi avoir un sujet qui est pour nous très important, qu'on souhaite voir cette année travailler, c'est le sujet du foncier. Pendant longtemps, on l'a discuté, on a été rattrapé par l'actualité, je le disais. Maintenant, on ne doit pas s'écarter de ce sujet-là. On est attendu sur cette question. C'est pourquoi on va faire signer une charte d'engagement sur le sujet foncier à des partenaires qui travaillent sur le sujet. Je pense notamment à la SAFER, je pense à tous les acteurs qui nous accompagnent autour de ça, les collectivités territoriales évidemment, je pense à Région de France, voilà. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui pourrait s'apparenter à des états généraux du foncier cette année. Si on ne parle pas du foncier en agriculture, et notamment sur les questions d'installation et de transmission, on n'y arrivera pas. On a besoin de retravailler le sujet. On sort de cette campagne élection chambre d'agriculture où, moi, sur l'ensemble des territoires que j'ai pu traverser et visiter, on a parlé du foncier à peu près à chaque fois. Donc on doit redonner de l'attractivité à certains dispositifs et pouvoir mettre les jeunes agriculteurs dans des capacités d'accession au foncier et de valorisation du foncier, plus que ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on a un certain nombre de difficultés. Donc voilà le fil rouge un peu de notre salon de l'agriculture. Donc plan et contrat d'avenir, foncier, et évidemment le sujet de la PAC, parce que je le disais, donc on va entrer dans un moment de réforme. On a la première question qui est la question budgétaire du maintien du budget de la PAC. Et puis pour nous, notre vision de la PAC, qui est une vision travaillée en réseau chez jeunes agriculteurs, qui est une vision très construite depuis un certain nombre de temps, et qui s'appuie sur des agriculteurs actifs sur tous les territoires et un accompagnement majoré pour les jeunes agriculteurs pour faire face à ces défis de transmission des exploitations. Donc le sujet de la PAC est évidemment sur le devant de la scène. On a besoin d'avoir un budget rehaussé pour les jeunes agriculteurs. On demande autour de 10% d'accompagnement de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs. Donc voilà un petit peu le contexte pour nous de ce salon de l'agriculture. Pardon, je disais, ça va être néanmoins un salon où il y a encore de la tension, parce qu'on a une loi d'orientation qui a été votée, qui va dans le bon sens, on ne va pas la critiquer. Elle avait été annoncée aux terres de Gym par le président de l'agriculture il y a maintenant quelques années chez nous. On y a beaucoup contribué en région, au national. C'est une loi qui va dans le bon sens, mais je le redis, tout ce qu'on voulait n'est pas dedans. Donc ça ne sera pas le grand soir quand les politiques de quelque bord qu'ils soient viendront nous dire on a la LOA, c'est bien. Néanmoins, c'est pas suffisant, on ne va pas s'arrêter en chemin. Je le redis, on a besoin de la PPL simplification, on a besoin d'un projet de loi sur le revenu et cette question foncière avec un projet de loi aussi qu'on souhaite voir aboutir cette année. Donc voilà un peu notre état d'esprit à l'ouverture de ce salon. Et je voudrais dire aussi qu'on en profitera pour, en tout cas chez Jeunes Agriculteurs, avoir une capacité ou en tout cas la volonté de dépasser le marasme ambiant, parce que on est certes en crise, c'est certes très compliqué. Néanmoins, il y a des beaux projets qui naissent, qui sont sur le territoire, qui s'expriment. Et on ne doit pas occulter par ceux qui sont dans la difficulté ou des filières qui sont dans la difficulté, ceux qui réussissent. L'enjeu d'attirer dans le métier est prépondérant, il est, je pense, capital plus que jamais. Et donc c'est important pour nous aussi de valoriser les bonnes actions, les beaux projets et de parler aussi en bien de l'agriculture,
parce que le Salon international de l'agriculture, c'est pas que des selfies des hommes politiques et femmes politiques auprès des vaches et auprès des agriculteurs. C'est d'abord l'exposition d'une année de travail des agriculteurs qui sont fiers de leur métier et qui veulent le montrer et aux Parisiens et au monde entier à travers ce merveilleux salon. Donc je le redis, pour nous, il y a quand même plusieurs axes aussi de communication et d'enjeux autour du salon et des questions liées aux jeunes générations. Donc on aura le salon, notre programme sera ponctué de plusieurs temps. Donc voilà, des temps d'échange avec notamment des questions sur l'adaptation au changement climatique, des rencontres qui vont plutôt dans ce sens-là en lien avec nos plans et contrats d'avenir. Évidemment, des rencontres politiques avec tout le cadre législatif qu'on appelle de nos voeux. Des rencontres axées sur cette question foncière puisqu'on en fait une part importante du Salon de l'agriculture. Et puis, on aura une conférence de presse donc le mardi 25 février au soir pour présenter notre nouvelle mouture de notre fonds de dotation Terres Innovantes. Nous avons réformé Terres Innovantes et nous voulons par ce biais-là reconnecter les jeunes citadins et les jeunes agriculteurs sur le territoire à se parler et échanger, discuter entre eux pour une meilleure compréhension, tout ça dans un cadre plutôt ludique et décontracté. C'est des solutions assez innovantes. Et donc je vous invite toutes et tous, nombreuses et nombreux, à cette conférence de presse qui aura lieu mardi soir sur le salon au stand du concours général agricole, donc dans le même hall où nous nous trouvons. Voilà ce que je pouvais dire pour cette conférence de presse et donc notre état d'esprit à l'ouverture, à la veille de l'ouverture de ce salon de l'agriculture. Voilà, on peut prendre maintenant quelques questions. On va fermer les fenêtres parce que je pense que ça fait une question sur les états généraux. Christophe Soulard, Actuagri, j'avais une question sur les états généraux du foncier. Est-ce que vous êtes toujours dans cette demande d'une grande loi foncière ? Oui, une grande loi foncière, mais prenons le temps de la construire avec tous les acteurs et remettons-nous au travail parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture depuis un an, mais on a besoin de reconfronter nos idées avec l'ensemble des acteurs du foncier. Voilà, on a des lignes qui ont bougé depuis ces dernières années, je dirais, sur le foncier. Donc on a besoin d'une grande loi foncière, si tant est qu'elle ne fasse pas comme la LOA, qu'elle mette 3 ans à venir. Et ce serait quoi, entre guillemets, est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi aux grandes lignes que vous les avez esquissées déjà un petit peu ? Nous, on veut reparler du statut du fermage. Le statut du fermage est quelque chose de très bien pour les jeunes agriculteurs. Il permet d'accéder à l'acte, enfin à l'outil de production, au foncier. Il sécurise les jeunes agriculteurs parce que il y a plusieurs modes de bail, mais on ne va pas décliner la technique ici. Mais c'est en tout cas un mode de faire valoir qui est très sécurisant et qui permet d'accéder petit à petit à la propriété. Mais dans le même temps, on a les propriétaires qui eux, disent que c'est pas suffisamment attractif. Donc on a besoin de remettre ça à plat. Évidemment, les questions d'accès à la propriété et de niveau de prix vont être également un sujet. On sait qu'on a des secteurs qui sont pressurisés par la pression foncière, notamment autour des grandes agglomérations. Je pense aussi à la question du ZAN qui va revenir parce qu'on voit qu'il est challengé. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut remettre sur la table et nous sommes prêts à rediscuter tout de suite de ces questions foncières. Et sur le foncier, un document de position vous sera transmis et la démarche de travail se fera sur la base de ces propositions. Alors, il y a une question en visio de Frédéric Hénin de Wikiagri. Les élections aux chambres d'agriculture sont passées, mais une question s'impose. Pensez-vous que les jeunes agriculteurs sont plus sensibles au discours de la CR que leurs aînés ? Alors je ne sais pas répondre à cette question parce que nous n'avons pas d'outils de mesure et je ne me lancerai pas à une appréciation au doigt mouillé. En revanche, les techniques
de communication de la coordination rurale qui s'appuie sur des méthodes populistes et de dégagisme ont eu une oreille attentive, mais par l'ensemble des agriculteurs, parce que on a vu que c'était en partie un vote de colère qui s'est exprimé. Néanmoins, nous gardons quand même les 3/4 des chambres d'agriculture gouvernées présidées par en tout cas les listes FNSEA et JA. En revanche, on prend acte de ce qu'on a vu. C'est un glissement de 10 points vers la coordination rurale en défaveur de nos listes. Je pense que ça nous engage à réfléchir à notre méthode de syndicalisme, à qu'est-ce qu'on veut faire demain et comment on communique. Et dire que c'est de la responsabilité que des politiques, c'est pas forcément le cas. Ça nous a pas aidés, tout comme la météo, mais ça, je crois qu'on n'y peut rien du tout, et c'est tant mieux. Néanmoins, sur cette question de la communication, la coordination rurale a tout misé dessus. Ça a eu des effets. Il y a certainement de la porosité chez JA. Il y en a aussi chez les aînés. Et donc, voilà, c'est demain comment on répond à cette colère. Et moi, je considère qu'on avait un projet, on a toujours un projet, qui est celui de redonner le goût d'entreprendre sur les territoires. La coordination rurale n'a absolument aucun projet, vous n'en trouverez aucune trace nulle part. Et donc, c'est des projets qui sont faits au fil de l'actualité. C'est pas notre méthode. Et même si on recule de 10 points, on doit se remettre en question. Néanmoins, on n'abandonnera pas notre projet, notre vision de l'agriculture, qui est tournée vers l'acte de production et d'entreprendre sur les territoires. Et je le dis aussi, avec des agriculteurs et des agricultrices nombreuses et nombreux, et qui soient capables de garder de la valeur ajoutée et de vivre bien de leur métier. Est-ce que vous pouvez détailler vos plans et contrats d'avenir ? Oui, alors c'est dans le document que vous avez, mais l'idée quand même des plans et contrats d'avenir, c'est d'avoir finalement un diagnostic de l'exploitation au moment de la cession de l'exploitation, de la reprise, pour pouvoir mieux conduire les réformes, ou en tout cas les choses qui peuvent être mises en place sur l'exploitation, en tout cas une meilleure compréhension du jeune dans le système dans lequel il s'installe. Parce que quand on s'installe, on a beaucoup de croyances, de certitudes, mais c'est bien d'avoir un diagnostic qui accompagne ça, parce que ce qui se faisait ou ce qui s'est toujours fait n'est pas forcément quelque chose de pérenne, quelque chose qui pourra durer sur l'exploitation. Donc l'idée, c'est d'avoir un diagnostic au moment de l'installation, un diagnostic qui est partagé par l'exploitant en place et par le jeune, fait par des experts de la question, parce qu'on va discuter du revenu, on va discuter de la filière, on va discuter de l'environnement, de tout ce qui gravite autour de l'exploitation. Et fort de ce plan, fort de ce diagnostic, on souhaite établir un contrat d'engagement entre les agriculteurs et les pouvoirs publics, les acteurs locaux, territoriaux, pour accompagner les agriculteurs dans ce changement. Parce que leur dire qu'ils ne pourront plus faire, je dis n'importe quoi, de maïs dans les Landes demain, ou des abricots dans les baronnies, c'est bien, mais ça leur donne pas beaucoup de perspectives d'avenir. Donc l'idée, c'est de leur dire qu'on peut remplacer les cultures par ci ou par ça. Je ne sais pas si ça sera des pistaches, des kiwis, ou voilà, peu importe. Mais que derrière, il y a un débouché et qu'il soit accompagné dans cette prise de risque, dans ce virage. Parce que si on ne les accompagne pas, les transitions, elles ne se feront pas. Et si elles se font en marche forcée, elles seront subies et non programmées. Et je pense qu'on n'attirera personne et on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on pousse ça de manière très, très forte. C'est beaucoup plus détaillé dans le document. Et on a une expérimentation en cours aussi en ce moment qu'on pousse avec l'ADEME, qui reprend un peu la mécanique de nos plans et contrats d'avenir pour commencer à expérimenter ça sur le territoire. Il faut juste qu'on revienne sur la LOA. On a parlé de ce qui manquait, mais pas vraiment des. Donc vous avez dit que c'est un bon signal, mais juste est-ce que vous avez des exemples des avancées de cette LOA?
Nous, on demandait dans cette LOA, en tout cas pour jeunes agriculteurs, un guichet unique qui s'appellera désormais France Service Agriculture. Le nom, c'est très bien. Ce qu'il y a dedans, c'est qu'en fait, on centralise et on uniformise l'accueil des porteurs de projets au sein des chambres d'agriculture, portés par les chambres d'agriculture. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair pour les agriculteurs qui sont porteurs de projets. Donc ça, c'était un article pour nous qui était très important dans la loi, c'est bien. On a quelques petits mécontentements, mais parce qu'on est des bons syndicalistes, on n'est jamais satisfait pleinement. Mais c'est plutôt un très bon signal, en tout cas pour les jeunes agriculteurs, d'avoir beaucoup plus de clarté là-dessus. Et un diagnostic modulaire qu'on a voulu dans cette LOA, qui est ce que je disais un petit peu là, qu'on souhaite décliner dans les plans et contrats d'avenir, mais qui est un diagnostic de l'exploitation à reprendre, de comment elle fonctionnait, de quelles sont les perspectives. Et voilà, donc ça, c'était très important pour nous pour l'avoir, parce que ça conditionne une partie de la réussite du porteur de projet. En tout cas, on considère qu'il sait mieux là où il met les pieds après ce diagnostic. Donc c'est pour ça que voilà, c'est plutôt un bon signal de l'avoir, alors qui plus est l'avant-veille de l'ouverture du salon. Mais ça ne doit pas s'arrêter à de la simple communication pour nous. Juliette Géry-Politico, deux choses. Quand vous parlez d'un plan, vous aimeriez que le président vous détaille, construise un plan de défense. Est-ce que, un, vous comptez nous en parler juste avant l'inauguration du salon? Et deux, est-ce que vous faites allusion aux probables annonces sur la défense, la défense au sens militaire qui risque d'arriver du contexte en Ukraine? Quand vous parlez notamment d'exportation, vous jugez qu'actuellement le système est insuffisant? Oui, tout à fait. Alors déjà, on compte évidemment lui en parler, parce que ça sera évidemment sur la table de ce qu'on va se dire. Maintenant, je pense que l'idée, c'est d'avoir une position très forte sur cette question. Donc oui, ça doit faire partie d'une stratégie de défense nationale globale. Je l'ai dit ce matin sur RTL dans la matinale, je souhaite qu'il en parle à Donald Trump aussi directement, parce que je pense que ça fait partie, et je considère que ça fait partie des enjeux géopolitiques cruciaux. C'est une nouveauté pour personne, l'arme alimentaire, parce que maintenant c'est une arme sur la question de l'alimentation, est clairement au cœur des sujets de géopolitique et de guerre. Voilà. Donc, quelle est sa vision? Quelle est notre position française sur cette question? Et jusqu'où on va, tout simplement? Donc, on a besoin qu'il nous donne sa vision. Et on a besoin qu'il le fasse là, parce que les choses peuvent aller très vite et s'accélérer. Voilà. Et on a besoin de retrouver une forme de solidité à l'exportation. Pardon. On a des sujets d'importation dont on crie sur tous les toits et que personne découvre, les distorsions de concurrence. Mais on ne peut pas subir tout le temps des mesures de douanières coercitives sur nos produits d'export. Parce que on est toujours la variable d'ajustement, ça c'est pas possible. On doit avoir une vraie stratégie de défense là-dessus, et je considère que pour l'instant elle n'y est pas, ou en tout cas on n'en a pas discuté, donc on a besoin d'explorer ça rapidement. En complément sur la question, qu'est-ce que vous entendez concrètement par renforcer nos capacités d'exportation? Parce que si le problème c'est que globalement la Chine et les États-Unis ou la Russie ne veulent plus de nos exportations, quelle solution vous avancez-vous pour ça? Et juste en complément sur un autre sujet, sur la PAC, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la nouvelle stratégie présentée par la Commission? Alors sur le premier point, sur les exportations, il n'y a pas que les Chinois et les Russes et les États-Unis dans le monde. Je pense qu'il y a d'autres pays avec lesquels on peut commercer et regarder ce qui peut se faire. Mais enfin voilà, ils occupent l'actualité. Néanmoins, il y a d'autres pays. On l'a vu avec notamment la visite indienne il n'y a pas si longtemps aussi. Donc il y a des choses à faire. Je pense qu'en tout cas il y a des horizons à explorer. Sur la deuxième question de la PAC. On a pour nous le sujet, c'est dans un premier temps le budget. Le budget et comment il est réparti et comment on le donne. Vous savez qu'il y a des discussions autour d'un nouveau programme de distribution de cet argent-là.
Nous, ça nous inquiète parce qu'on y voit une forme de nationalisation des budgets et des gestions et de la gestion européenne. Et dans le contexte géopolitique autour de l'Europe, nationaliser un budget qui vient soutenir une forme de souveraineté et la souveraineté alimentaire, je trouve ça inquiétant. Donc on a besoin d'avoir des réponses là-dessus. Il y aura la visite du commissaire Christophe Hansen au Salon de l'Agriculture. Ça fera évidemment partie des questions qu'on lui posera. Néanmoins, on a aussi besoin du président de la République sur cette question-là, puisque c'est des décisions qui sont à son niveau. Donc pour nous, les premières discussions sont autour du budget. Et nous, nos positions sont toujours de défendre une PAC tournée vers l'actif, avec la volonté de revaloriser de manière significative les aides fléchées pour l'installation, que ce soit au niveau français évidemment, mais que ce soit au niveau européen, puisque c'est un défi qui est partagé avec un certain nombre de nos collègues et voisins. Alors, sur la PAC, il y a une autre question en visio. Donc, le budget baisse en euros constants depuis 20 ans et on a connu 3 années d'inflation. Est-ce qu'il ne faut pas être plus ambitieux en exigeant une augmentation sensible du budget d'au moins 20 ou même 30%? C'est une position syndicale qu'on peut avoir. Néanmoins, je ne sais pas si elle est tenable au regard des enjeux européens. On sait que on a ce sujet-là de euro constant versus euro courant. Et donc ce qui fait perdre finalement petit à petit, en tout cas qui crée une érosion des euros perçus par les agriculteurs. Et donc oui, nous évidemment, plus le budget fléché vers l'agriculture sera élevé, plus ça nous rassurera. Mais je le dis et je le répète et je le ferai toute la semaine, il faut que cet argent soit fléché vers les actifs et vers les défis démographiques. Parce que c'est ça qu'on doit réellement accompagner dans cette PAC pour pouvoir répondre à ces fameuses transitions et climatiques et générationnelles. Il y a peut-être une dernière question. Allez-y. C'est par rapport au foncier. On a pu lire récemment dans une partie de la presse que les Belges et les Néerlandais mettaient la pression pour acquérir des terres, pour produire des pommes de terre en France et les exporter un peu partout dans le monde. Est-ce que cette pression qui fait monter le prix du foncier vous préoccupe et est-ce qu'il faut légiférer aussi dans ce domaine? Alors, vous avez raison, mais elle est très liée à un secteur particulier parce que les Belges et les Néerlandais ne sont pas intéressés par les terres occitanes pour faire des patates. C'est très lié notamment à la région des Hauts-de-France qui est sous contrainte de foncière. Et pour le coup, oui, ça doit faire partie des discussions quand on va parler du foncier, parce que il y a vraiment une question autour de ça. Ils ont en tout cas une posture très offensive sur le foncier, sur ce secteur-là, et ça devient difficilement tenable. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur les défis nationaux et on regardera quand chaque région prendra part aux discussions et je pense aura des amendements ou des propositions pour avoir des réponses très territoriales à ce qui se passe. Parce que d'un côté, vous le disiez, on a les voisins qui viennent sur le foncier pour de la production agricole, mais tout le littoral français est aussi sous pression et voilà, on a des questions foncières partout. En montagne, avec l'expansion des stations de ski, on a des questions liées à cette pression foncière partout. Donc je pense qu'il y aura une question évidemment territoriale dans cet article foncier.